Bonjour à tous. Ah, ça me fait plaisir d'être accueilli comme ça. Bienvenue. On va parler un petit peu de ReasonML. Donc c'est assez récent, ReasonML. J'aimerais bien savoir si déjà quelqu'un connaît ReasonML ici. On a entendu parler. Est-ce que vous avez développé avec ReasonML? Il y a beaucoup moins de monde déjà. Et en production? Non, il n'y a personne. Très bien. Bon, et bien bienvenue. Alors, ce talk est définitivement fait pour vous. C'est cool. Je m'appelle Amélie. Je suis développeuse chez Ubisoft à Montréal. Je suis jetlaguée, tout va bien. Je travaille donc sur le club de Ubisoft. Et Ubisoft Club, c'est une application sociale, un service gratuit qui vous est proposé sur diverses plateformes, le web, le mobile et la console, et qui vous permet un peu de voir les jeux Ubisoft auxquels vous avez joué, de voir vos amis, d'aller chercher des challenges et des récompenses sur vos jeux. Et je fais partie de la team mobile. Donc, je travaille sur l'application mobile qui comporte aujourd'hui beaucoup d'utilisateurs. On a 80 000 utilisateurs qui se connectent par jour sur l'application. C'est une moyenne qui a été faite sur l'année, évidemment. Ça dépend beaucoup des sorties des jeux, etc. On a un chatbot qui s'appelle Sam qui vous permet d'aller récupérer vos statistiques, de vous améliorer sur vos jeux, etc. Et il faut savoir que l'application mobile aujourd'hui en production, elle est faite avec Angular, Ionic et Cordova. Et il y a à peu près un an, ils ont décidé de passer par une phase de reboot et toutes les applications qui étaient auparavant en Angular sont passées en React et ça voulait dire pour le mobile qu'on passait sur du React Native. Et c'est pour ce reboot que j'ai rejoint les équipes à Montréal. Il faut savoir que donc il y a 6 mois à peu près maintenant, j'étais développeur JavaScript. Je travaillais sur du React, sur tout l'écosystème React et j'étais suffisamment à l'aise pour donner des conférences en interne dans mon entreprise, des cours, si on veut, à d'autres équipes sur justement tout ce qui est JavaScript et tout ce qui est React. Donc vraiment, JavaScript, je maîtrisais. Et donc j'étais contente d'aller à Montréal et travailler sur du React Native. Donc c'est un peu du React, mais pas trop. Je restais un peu dans ma zone de confort, c'était chouette. Et donc je déménage, je m'assois à mon poste le premier jour et on m'annonce que finalement, ils avaient décidé entre-temps de partir sur du ReasonML. Donc vous doutez bien qu'au début, ça fait un peu mal. Et vous doutez aussi que si je suis là aujourd'hui pour vous en parler, c'est que ça va mieux. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est le langage et pourquoi aujourd'hui je vous en parle et je trouve intéressant. Ça, c'était moi le premier jour. Et ça fait mal. Vous vous retrouvez avec toutes vos connaissances JavaScript là, et en fait, vous ne pouvez pas trop les utiliser, voire pas du tout. Donc vous les prenez, vous les mettez à côté de vous, et vous vous débrouillez avec ce que vous n'avez pas du coup. Donc ReasonML, c'est un langage qui est basé sur OCaml. C'est un espèce de front-end, une syntaxe qui vient par-dessus du OCaml, qui est beaucoup plus développeur-friendly quand on vient du JavaScript. Je ne sais pas si vous avez déjà vu du OCaml, c'est un peu brut quand on ne connaît pas trop le langage. Et justement, cette extension d'un syntaxe nous permet de rentrer beaucoup plus facilement dans le code. Ça ne sort pas de nulle part, ça sort de Facebook, comme beaucoup de choses, beaucoup de technos qu'on utilise aujourd'hui. Et ça a été utilisé en interne chez Messenger.com, donc c'est l'appli web Messenger de dialogue. Et il faut savoir qu'en 2017, ils avaient sorti un article de blog expliquant qu'ils avaient migré 50% de leur code base, qui était auparavant en JavaScript, vers du Reason. Et que de plusieurs bugs journaliers sur ces bouts de code qu'ils ont migrés, donc plusieurs bugs journaliers, ils sont passés à 10 bugs annuels. Je ne sais pas pour vous, mais moi, une application comme ça, avec autant d'utilisateurs, 10 bugs par an, je signe. Mais il y a deux choses qu'il faut retenir de ça. La première, c'est 10 bugs annuels. La deuxième, c'est qu'ils sont passés d'une application JavaScript et ils ont migré vers du Reason. Vous pouvez avoir une application JavaScript et peu à peu passer des composants et certains éléments de l'application, souvent les plus critiques en premier, vers du Reason et ça fonctionne très bien. Et c'est approuvé par Facebook. Donc Reason, le fait que ça vienne de OCaml, il y a deux principes de base qui en découlent. Le premier, c'est que Reason est fortement typé. La deuxième chose, ce sera qu'il sera fonctionnel, je vous en parlerai après. Mais fortement typé, ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est que vous avez un taux de couverture de type dans votre code de 100%. Chaque variable est typée. Vous n'avez pas du any, vous n'avez pas du undefined, vous n'avez pas tout ça. Et votre variable va garder son type du début à la fin de son cycle de vie. Elle ne changera pas. Ça permet aussi d'avoir une inférence de type qui est très forte.
selon la valeur que vous allez donner à votre variable ou selon les opérateurs que vous allez appliquer à vos variables, le compilateur aura la possibilité de deviner quel est le type de votre variable. Par exemple, si vous déclarez une variable à 1, il saura que c'est un int. Si vous appliquez l'opérateur de concaténation, il saura forcément que les deux paramètres en entrée, ce sont des strings. Il sait deviner tout ça, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de dire vous-même expliciter le type, ce qui rend aussi le code beaucoup plus clair. Et solidité, toujours grâce à OCaml, qui est en fait d'assurer les types dans toute l'application. Les types sont inférés à la compilation. C'est quelque chose que j'avais pas quand je faisais du JavaScript et qui est franchement pratique. C'est que au moment où ça compile, le compilateur va aller vérifier tous les types que vous avez et toute votre application. Et si jamais il y a un truc sur lequel il n'est pas sûr que c'est ambigu ou qu'il est sûr que c'est pas bon, de toute façon, il va péter à la compilation. Contrairement à du JavaScript où vous êtes obligé de passer dans une certaine branche, sur un certain code, au runtime, pour aller vérifier si ça marche ou si ça marche pas. Souvent, c'est des bugs qu'on voit en production, un peu tard. Là, vous les voyez à la compilation, donc vous les voyez de toute façon avant que l'application soit passée en production a priori. Et il y a une chose très importante qui découle de ça, qui me sauve la vie tous les jours, c'est les refactos. Quand je suis fatiguée, des fois au boulot, je prends une tâche de refacto parce que je sais que ça va être super facile. En JavaScript, c'est beaucoup plus difficile. En Reason, je vais changer par exemple le nom d'une variable. Je la change à un endroit, et là j'ai je ne sais pas combien d'erreurs qui vont sortir dans ma console, parce que j'ai tout pété partout en faisant ça. Et je sais que je peux tout simplement résoudre une par une toutes les erreurs que ma console me donne, et à la fin, mon système est à nouveau safe, et je sais que mon application fonctionne à nouveau. Donc c'est très facile. Contrairement à, encore une fois, je fais le parallèle à JavaScript, si vous changez le nom d'une variable, ou rajoutez une propriété à un objet, ou rajoutez un paramètre à une fonction, il faut être très vigilant à ce que vous faites parce que les tests unitaires peuvent vous sauver, mais parfois on n'en fait pas assez ou pas bien. Et parfois on peut oublier de rajouter le bon bout de code au bon endroit et on le voit encore une fois parfois un peu tard. Et ce genre d'erreur, qui je pense vous parle, moi elle me parle un peu trop, vous avez des objets, vous pouvez définir des objets en Reason par exemple. Et votre objet aura une certaine shape, une certaine propriété avec certains types. Vous ne pourrez pas définir un subset de cet objet, vous ne pourrez pas rajouter à la volée des propriétés dans cet objet. Vous êtes sûr que si vous l'utilisez, il aura cette propriété avec ces types-là. Ce qui fait que vous n'aurez jamais oublié de définir X dans votre objet parce que vous aurez été obligé de le faire, ou vous n'aurez pas undefined de toute façon, undefined n'existe pas, donc tout ça on oublie et c'est assez confortable. Juste un petit schéma pour illustrer ça. En Reason, vous allez avoir des types qui gardent leur type. Enfin, des types qui gardent leur type. Du début à la fin. Si c'est un int, ça reste un int. C'est ce schéma que j'aime beaucoup. En JavaScript, vous avez un number. On ne sait pas trop ce qui se passe et à la fin, vous avez je sais pas, un tableau. Vous pouvez avoir n'importe quoi. Vos variables sont pas safe au niveau des types. Le deuxième concept de base, c'est la programmation fonctionnelle. Il y a beaucoup de choses à dire sur la programmation fonctionnelle. Je ne vais pas vous faire un cours dessus parce que ce n'est pas très important pour mon talk en tout cas. Et il y en a beaucoup qui en parleront bien mieux que moi. Les principes de base, selon moi, de la programmation fonctionnelle, ça va être l'immutabilité. Vous allez avoir une variable, vous lui donnez une valeur et vous ne pourrez pas le modifier. Si vous voulez modifier une variable, un objet, il faut en faire une copie. C'est les principes qu'on retrouve dans Redux, par exemple. Vous ne modifiez pas votre objet, vous renvoyez une copie de cet objet que vous avez modifié. Les pure functions, ma façon à moi de le voir, c'est que vous avez une fonction qui prend des paramètres, et selon les valeurs de ces paramètres, va avoir toujours le même résultat en sortie. C'est prédictible. Et à l'intérieur de cette fonction, il n'y a pas d'effet de bord, c'est-à-dire que ça ne va pas aller toucher à des choses qui ne sont pas à l'intérieur de cette fonction. On les utilise déjà, par exemple, pour les filters, les maps en JavaScript, ce genre de choses. Et donc, tout le but de la programmation fonctionnelle, c'est d'éviter les mutations, les effets partagés, voilà, les effets de bord. Mais ce qui est très bien avec Reason, c'est que voilà, vous venez de JavaScript, vous n'avez pas du tout l'habitude de coder comme ça, et c'est normal. Reason permet parfois d'utiliser du code impératif au besoin. C'est-à-dire que, déjà, vous pouvez injecter du JavaScript dans votre code. C'est pas safe, il ne faut pas le faire. Mais si vous êtes bloqué parce qu'il y a un truc que vous ne pigez pas sur la façon d'implémenter en Reason, vous avez toujours le moyen de vous débloquer comme ça. Et en général, de toute façon, vous le faites au début et vous revenez dessus après quand vous avez appris plus de choses. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois dans notre application. Et c'est pas grave. Et l'autre chose qui est assez chouette, c'est que
En Reason, vous pouvez déclarer des variables qui sont mutables. C'est très rare d'avoir besoin de le faire, mais si vous avez besoin, vous pouvez le faire. Vous le déclarez en ref, et à ce moment-là, vous avez une référence sur votre variable, et vous pouvez modifier sa valeur si besoin. Encore une fois, c'est très rare, j'ai eu besoin de ne le faire qu'une fois dans mon application. Donc pour les gens qui viennent de JavaScript, où il y a beaucoup de langages qui se ressemblent finalement, il y a beaucoup de syntaxe qu'on connaît déjà. Par exemple, vous allez déclarer vos variables avec un let, vous allez lui assigner une valeur avec le égal, tout simplement. Vous avez les blocs if, else qui ressemblent à ce qu'on fait d'habitude, avec le système de brackets qui a un scope dédié. Si vous déclarez des choses à l'intérieur, ça reste dans les brackets. Les types sont ceux qu'on connaît bien trop, les strings, les ints, les floats, les lists, les arrays, tout ça. Il y a un système d'objets, je vous le disais tout à l'heure, sauf que ça s'appelle record en Reason. Et c'est exactement la même chose, vous avez vos brackets, vos propriétés, vos valeurs. Il y a un système de spread operator pour copier des valeurs si vous avez besoin et les surcharger. Il y a un système de destructuring aussi pour récupérer directement les valeurs, les variables de votre objet à l'intérieur de variables. Les fonctions se déclarent de la même façon, les opérateurs booléens sont les mêmes, donc vous voyez, finalement c'est un peu comme à la maison. Donc il y a le site de Reason qui est extrêmement bien fait pour ça, si vous voulez y aller, il y a une cheat sheet qui existe pour comparer et voir les similarités et les différences entre le JavaScript et le Reason. C'est hyper rassurant parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Il y a la même en OCaml, je crois, pour les plus téméraires. Donc ça, c'est les syntaxes qu'on connaît, et évidemment, il y a des syntaxes qu'on ne connaît pas, sinon ça serait du JavaScript. Donc déjà, il y a un système de modules. Quand vous allez déclarer un fichier en Reason, ça va implicitement créer un module du même nom. Un module, c'est simplement, ça va être vos fichiers. Vous pouvez aussi déclarer des modules à l'intérieur de vos fichiers, et à ce moment-là, par exemple, vous déclarez un module foo à l'intérieur d'un fichier. Pour le référencer, ensuite, vous feriez mon fichier .foo. Et c'est simplement un moyen de scoper votre code. Donc les types, j'en ai parlé assez. Vous pouvez expliciter le type au moment où vous le déclarez. Ce n'est pas du tout obligé dû à l'inférence de type. Le 2.int est complètement superficiel. Il y a un système d'alias de type que vous pouvez utiliser. Comme là, par exemple, j'ai marqué type level égale int. C'est simplement en fait que vous pouvez lui dire que vous renommez certains types, enfin vous redirigez certains types sur des variables à vous, et ce qui permet derrière de donner le type level à certaines de vos variables. C'est juste pour la lisibilité du code, parfois c'est plus simple de faire de cette façon-là. Il y a un système de variantes qui est ni plus ni moins que des enums. Les options, donc ça c'est très utilisé. Et la façon la plus bête que j'ai de vous décrire ça, c'est de dire un option, ça définit une variable qui est soit rien, soit quelque chose d'un certain type. Donc le apostrophe A, c'est juste un type. Ça pourrait être un string, un int, ce que vous voulez. Il y a des paramètres optionnels, des paramètres nommés. C'est important pour la démo que je vais faire de React tout à l'heure. On utilise beaucoup ce système de variables nommées avec le tilde devant. Et il y a un système de fast pipe qui existe aussi. Donc ça, c'est plutôt relié à la programmation fonctionnelle. C'est-à-dire que le parse data person, ça va être votre variable et vous allez l'injecter sur la fonction qui est après le pipe. Ça revient exactement à faire ça en JavaScript. Et l'avantage d'avoir cette syntaxe-là, c'est que vous pouvez enchaîner vos instructions. Par exemple, là, j'ai un getAge, on pourrait imaginer que derrière, j'ai un isMinor, ou ce que vous voulez, ou d'autres opérations, etc. Et c'est beaucoup plus explicite que d'avoir à le faire avec un système de parenthèses. C'est ce que prône un peu la programmation fonctionnelle. Enfin, le système de pattern matching, donc c'est des switches. C'est tout simplement un switch, je pense que tout le monde en a fait. Et vous avez le moyen de switcher sur à peu près tout. Donc là, par exemple, tout à l'heure, j'ai déclaré une variante qui était soit un cat, soit un dog. Je suis très originale dans mes exemples. Et donc là, je switch sur ma variable, et si c'est un chat ou un chien, j'ai plusieurs instructions derrière qui viennent. Ce qui est important de savoir quand vous faites du pattern matching comme ça, c'est que le type de la valeur qui est retournée doit être le même selon chaque case. Et ici, je retourne un string à chaque fois. Je ne peux pas retourner un string dans un cas ou un int dans l'autre. Et il faut que je sois exhaustive dans mon pattern matching. Si j'oublie un cas, je vais avoir un warning du compilateur. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir un cas default avec le underscore, donc vous avez toujours moyen d'avoir quelque chose de plus général. Donc vous pouvez pattern matcher sur les variantes, vous pouvez pattern matcher sur les options,
Je vous ai dit, c'est soit rien, soit quelque chose, et on peut récupérer le quelque chose via justement ce switch ici, avec le sum, là j'ai mis un serial number, vous le récupérez comme ça et vous pouvez l'utiliser après. Et en fait, vous pouvez pattern matcher sur à peu près tout ce que vous voulez. Là, je pattern match un tuple qui est un ensemble de, je crois que c'est une variante et un booléen. Et en fait, vous pouvez comme ça faire des croisements aussi de pattern matching. Donc, voilà. Vous pourriez le faire sur des strings, sur des int, sur tout ce que vous voulez. Au niveau de la compilation, je vous ai parlé un petit peu de JavaScript en vous disant qu'on pouvait avoir une application JavaScript et du Reason à l'intérieur. C'est tout simplement parce qu'on a un compilateur qui s'appelle BuckleScript qui nous permet de prendre du code Reason et de le compiler en JavaScript. Et ceci étant dit, BuckleScript est beaucoup plus performant que ça. C'est-à-dire que, bon, déjà, il le fait très bien. C'est un compilateur qui est très rapide. Avec, ça prend à peu près 200 millisecondes pour nous de compiler le premier coup. Et après, il y a une compilation incrémentale. C'est-à-dire que ça va compiler uniquement les fichiers que vous modifiez lorsque vous travaillez dessus. Et il y a aussi ce système qui fait que vous avez votre JavaScript et que vous allez pouvoir utiliser tout l'écosystème JavaScript dans votre Reason via des annotations BuckleScript. C'est cool parce que du coup, quand vous êtes en Reason, vous n'êtes pas isolé dans votre coin avec juste vos composants et la petite communauté qui va avec. Vous avez toute la communauté JavaScript derrière, donc vous pouvez bénéficier des librairies, des composants, de tout. Bien sûr, vous faites vos annotations et vous faites vos bindings de JavaScript vers Reason de façon à les utiliser de façon safe. Le but, c'est pas de vous mettre en danger en utilisant du code unsafe de JavaScript dans votre code. Donc, il faut vraiment faire attention quand on le fait au binding qu'on a. Et c'est quand même très pratique et ça nous permet notamment d'utiliser des librairies qui sont à grande échelle maintenant, comme React. Et il y a des bindings de React qui existent. Et la librairie s'appelle donc Reason React. Et ma démo va porter sur ça aujourd'hui. Donc il y a un site qui est très bien fait. Donc, en Reason, vous n'avez pas beaucoup de documentation, mais la documentation de Reason, de BuckleScript et de Reason React sont très bien. Au-delà de ça, c'est un peu sauvage. Mais si vous voulez y aller, allez-y, c'est très chouette, mais je ne vais pas vous lire la doc et je vais plutôt vous faire une démo directement. Donc j'ai récupéré, je ne sais pas si on voit bien, j'ai récupéré du coup le boilerplate qui nous est mis à disposition par Reason React. Et donc vous voyez qu'ici, bon, j'ai un dossier de cheat, ne le regardez pas celui-là, c'est mes anti-sèches. Donc vous voyez qu'en fait ça ressemble vraiment à un projet JavaScript. Ici j'ai un package.json qui ressemble à n'importe lequel. Vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai simplement mes dépendances à React, j'ai mes dépendances à Reason React, j'ai du CSS in JS là qui traîne, qui n'est pas très important. BS Platform, donc tout ce qui est BS quelque chose ou BSB quelque chose, c'est BuckleScript, c'est le compilateur dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis du Webpack, etc. Donc vous voyez, il n'y a rien de très exotique là-dedans. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un BS-config ici qui existe et qui vous permet de lister les dépendances Reason que vous utilisez dans votre code. Donc moi, mes dépendances, évidemment, c'est Reason React, et là, c'est ma lib CSS in JS, encore une fois. Et sinon, vous avez votre dossier build, comme d'habitude, votre dossier SRC, du Webpack, etc. Donc voilà, ça, c'est la démo que je vous ai préparée. Vous voyez que... Hop, elle est ici. Donc vous voyez qu'elle est... Ah, il y a du scroll, tiens. Elle est prête. Ce que je peux vous montrer là, c'est ce qui est affiché, c'est le Hello Devox ici, qui est contenu dans mon fichier app.re. Ce fichier-là comporte un composant React en Reason. Vous allez voir qu'en fait, finalement, vous déclarez un composant à l'aide de cette annotation. Donc là, c'est la toute dernière API qui vient de sortir. Avant, c'était un peu plus verbeux. Je peux vous en parler si vous êtes intéressé après, mais je ne vais pas le montrer ici. Donc, tout simplement, vous déclarez avec cette annotation que vous allez donner un composant. Vous créez une variable make. Donc, make, c'est une convention qui existe en Reason. En gros, ça veut dire que ce que rend le module, donc là, j'ai mon module app. Ce que rend le module, ça se fait en général via le make d'un module. C'est une convention qui a été reprise après par Reason React. Et le make, c'est vraiment ce qui va créer votre composant. Donc ici, je déclare une variable make. Qui prend ici, donc c'est toutes mes propriétés de composants. Donc là, j'ai juste un title, et qui rend du JSX. Déjà, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il arrive tout seul à inférer le type string à partir de ça, sans que j'ai eu besoin de l'expliciter. C'est simplement parce que ici, je lui ai dit, tu prends un React string,
à partir de ce title. Je suis obligée de faire ça et je ne pouvais pas simplement écrire title ici parce qu'à l'intérieur de mes balises, je suis obligée d'avoir des React Elements. Si je fais ça, il va croire que ça c'est un React Element et il ne va pas du tout être content le moment où je vais utiliser mon composant. Vous allez voir d'ailleurs que le compilateur me le dit ici. Voilà, j'attendais un React Element. Et du coup, quand vous voulez utiliser un string, vous êtes obligé de faire React String de votre string ici, qui prend un string et vous redonne, lui, un React Element. Bon, voilà pour la présentation de l'application. Ce que je vous propose, c'est de construire avec vous des composants dans cette application. Donc, ce que je vous propose de créer, c'est une player card. Une player card, c'est une carte de joueur. Il va y avoir un nom, un level et un avatar. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Donc, pour ça, je crée dans mes composants une player card. Voilà. Vous voyez que déjà dès le début, ça me crée ici mon composant JS que vous pouvez regarder si jamais vous avez besoin de débugger des choses en général. Donc, je crée ici mon React.component, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Je crée un make. Et pour l'instant, je ne vais pas lui passer de propriété. Je vais voir un peu plus tard comment je vais m'en sortir. J'ai créé des snippets pour aller plus vite sur le JSX parce que je trouve ça super pas intéressant de faire du JSX avec vous. C'est pas du tout le but, donc soyez pas surpris si ça apparaît tout seul. Ok, très bien. Donc ici, je crée ma player card et je vais vouloir... Bon, bien sûr, il n'apparaît pas parce que je ne l'ai pas encore appelé, je n'ai pas encore utilisé ce player card. Je me mets dans mon application et je déclare ici un player card. Et vous voyez que le module, je n'ai pas eu besoin de l'importer, je n'ai pas eu besoin de l'exporter, je peux l'utiliser directement parce que tous les modules, tous les fichiers sont visibles les uns les autres directement. Et c'est aussi pratique par rapport à ces trucs en JavaScript. On avait besoin de faire attention quand on déplaçait des fichiers, aller chercher au bon endroit, etc. Bon, je ne sais pas si ça se voit trop, je pense pas. J'ai un carré blanc qui est apparu. Je ne suis pas sûre que ça se voit. Donc, hop. Ici, je vais créer une div qui va contenir mes informations de player. Je crée un span qui contient mes informations de nom de joueur. Et je crée un autre span pour contenir mes informations de level. Pour l'instant, c'est des variables en dur. Ça apparaît. Bon, j'ai mis des styles, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est le CSS in.js dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est juste pour faire un peu joli, mais c'est pas très important. Je ne vais pas vous le montrer non plus. Donc voilà, j'ai mes variables en dur ici. C'est chouette. Mon joueur n'a pas de nom. Le but, ça va être de passer les propriétés maintenant à mon composant pour variabiliser un peu tout ça. Donc, je vais lui passer un name, je vais lui passer un level. Déjà, rien qu'en faisant ça, mon compilateur me dit tout de suite, il y a un gros problème là, tu viens de me déclarer un nom et un level ici, sauf que quand tu appelles ton player card, là, j'ai rien, et il y a un problème. Donc effectivement, pas de souci, on va lui passer le name et le level. Donc je reviens à cette histoire de refacto là, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dès que vous touchez à une propriété, vous êtes sûr que votre compilateur vous rassure par rapport à ça sur la sécurité de votre application. Donc là, j'ai donné à mon composant un name et un level. Le tout, ça va être maintenant de les utiliser. Donc ici, je vais l'utiliser ici. Et mon level, je vais vouloir faire ça, qui est l'opérateur de concaténation. Sauf qu'en faisant ça, encore une fois, le compilateur n'est pas content parce que mon level que je lui ai passé ici est un int. Et ici, l'opérateur de concaténation attend deux strings. On ne peut pas concaténer int et string. Donc là, on va faire un tout bête et méchant toString qui s'appelle en fait string of int ou string of votre type, hein, mais bon, moi c'est un int, depuis mon level. Et là, il est content. Et si je vais voir ce qui se passe ici, je vois que c'est moi Sushi. Hein. J'ai un super level et j'ai ma petite player card. Voilà, donc déjà on a ça. Ça commence bien. Maintenant, on va vouloir avoir un avatar. L'avatar, c'est un peu particulier, parce qu'on va vouloir lui provider ou pas, en fonction de si l'utilisateur a déjà renseigné une image de profil. S'il n'en a pas, on va lui mettre une image par défaut. S'il en a une, on va lui mettre son image. Et déjà, je viens de vous dire s'il a quelque chose et s'il n'en a pas. Donc, le petit indice, c'est qu'on va utiliser une option pour faire ça. Donc, on va déclarer ici un avatar. Je vais m'aider moi un peu, et aussi le compilateur, en lui disant que c'est un option de string. Et déjà, si je fais ça, encore une fois, il ne va pas être content. Il va me dire, tu as déclaré un avatar, mais tu ne l'as pas déclaré ici. Mais je ne veux pas forcément le déclarer ici. Encore une fois, s'il n'en a pas, je ne veux pas lui passer. Donc je vais lui dire que c'est un paramètre optionnel. Et rien qu'en lui disant ça, mon compilateur fonctionne à nouveau. Mon compilateur est là. Le compilateur fonctionne à nouveau et me dit, OK,
t'en as pas passé, c'est bon. Ici, je vais créer un espace pour mon avatar. Donc c'est simplement une image. Il y a l'encart qui s'est créé ici. Et je vais vouloir, à partir de mon avatar, récupérer l'URL ou pas. Pour ça, je vais ajouter des brackets comme on le fait sur du JSX normal, pour injecter du code. Je vais switcher sur mon avatar. Je vais lui dire, si jamais tu as une URL dans ton avatar, ben donne-la moi. Si tu n'en as pas, à ce moment-là, donne-moi, j'ai créé un truc default avatar. Il y a un truc un peu particulier aussi qui existe en Reason, c'est que là, vous voyez, j'ai ouvert des brackets. Ça s'appelle un bloc. Et quand vous ouvrez un bloc, vous êtes obligé de retourner quelque chose. C'est obligatoire. Et ce que vous allez retourner, c'est le dernier statement là, de votre bloc. Ici, ça serait ça, du coup. Sauf que je suis dans du JSX, il faut absolument que le dernier élément que je retourne soit un React element. Donc ici, de toute façon, je sais que je vais vouloir variabiliser ma source. Donc je vais remonter mon image. Sans lui mettre de return ou quoi que ce soit, il va forcément returner celui-là. Donc là, en théorie, ça n'a rien changé, mais ça compile. Mais j'ai réussi à switcher ici mon avatar. Ça me retourne quelque chose que je vais récupérer dans une variable et que je vais pouvoir utiliser pour mettre dans mon image SRC ici. Donc je compile. Et là, si je vais voir, j'ai effectivement mon default avatar qui apparaît ici. Et pour être sûr que ça fonctionne, je vais créer ici deux utilisateurs. Il y en a un qui va avoir un avatar, une URL d'avatar. Et l'autre qui n'en a pas. Ah, je me suis trompée. Hop. Voilà. Merci, merci. Ok, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'était un peu facile. Enfin, moi, j'ai trouvé ça facile. Hein. Donc, on va complexifier un peu l'exercice. On va vouloir que quand on clique sur le nom du joueur, on passe en mode édition, qu'on puisse le modifier. Donc, je vais faire apparaître un input en React pour avoir un input qu'on modifie en général. Une façon de le faire, c'est d'avoir un input qu'on dit contrôlé, donc d'avoir un state dans notre application. Donc pour ça, il y a un super truc qui est sorti il n'y a pas si longtemps dans React qui s'appelle les hooks. Et j'ai conscience que ça fait beaucoup de nouveautés d'un coup avec Reason, mais c'était quand même bien pratique de vous montrer ça parce que l'API est quand même beaucoup moins verbeuse que ce qu'on avait avant. Donc pour ça, je vais avoir un mode d'édition et un mode normal. Donc on peut dire que le mode normal, c'est ce mode display que j'ai ici. Ce mode édition aura l'input. Et ensuite, j'aurai un state qui va me permettre de jouer sur le nom du joueur, justement. Donc on va commencer avec le mode édition. Donc pour ça, je vais créer une variable de state, edit mode, que je vais pouvoir toggler avec setEditMode. Et là, je vais lui dire que j'utilise le hook useState. Et ici, je lui donne la valeur par défaut. Donc par défaut, je ne suis pas en edit mode. Voilà. Si je suis en edit mode, donc ça c'est la valeur variable de mon state. Si je suis en edit mode, donc ça va être sur le name ici que ça va se passer. Si je suis en edit mode, je veux afficher un input. Si je ne suis pas en edit mode, je veux afficher mon span. Et ici, on va mettre directement le nom. Voilà. Et pour switcher sur cet état d'edit mode, on va dire que c'est sur le clic du span ici. On va rester simple. Donc le clic du span, comme tout événement clic, il me donne un event que je ne vais pas exploiter. Par contre, je vais lui dire setEditMode et à true. Donc je compile. Normalement, si je clique, je vais passer en mode édition et je vais passer sur mon input. Donc là, je n'ai pas encore géré le fait que quand je tape, le nom change, parce que je suis encore basé sur la propriété d'entrée qui, elle, est statique. Donc je vais devoir utiliser un autre state pour ça. Donc je vais appeler ça playerName, que je vais pouvoir gérer avec setPlayerName. Et cette fois, je vais l'initialiser avec ma propriété d'entrée qui est name. OK. Donc ici, plutôt que de me baser du coup dans mon composant sur le name qui est statique, à tout endroit, ici, je vais plutôt utiliser le player name. Et je vais vouloir lui dire que sur mon input,
quand je modifie, quand j'ai une nouvelle entrée, j'ai un événement. Et cet événement, cette fois, je vais l'exploiter pour lui dire. Donc là, c'est les formulaires, c'est le truc un peu toujours verbeux. Donc c'est. Je prends mon React Event. .form. Donc je prends mon event, je l'injecte dans React Event.form.target. Et ça va me renvoyer un objet. Et je vais pouvoir, à partir de cet objet, récupérer une value. Et ça, du coup, il faut que je lui dise que je prends cette variable et que je modifie le state en fonction de cette variable-là. Je compile. Et donc, en théorie, ici, si je modifie mon nom de joueur, ça se modifie. Donc, vous voyez, quand finalement, grâce aux hooks, en 2 lignes, j'ai réussi à avoir un state et à pouvoir modifier, à switcher mes states, mon edit mode, mes noms de joueurs, etc. par rapport à ça. OK. Je vais pousser un peu le vice et je voudrais que quand je clique en dehors de la player card, je repasse en état de display, que je sorte de ce mode d'édition. Et moi, je suis un peu feignante. Je sais qu'il y a une librairie en React qui me permet de le faire et d'avoir cet événement de clic, que quand je clique ailleurs, ça me renvoie un callback et je peux l'exploiter pour sortir de cet état. Cette librairie, elle s'appelle React Click Outside. Et bon, je l'ai déjà importé dans mon projet, ça tombe bien. Et je vais donc vouloir créer un binding à partir de cette librairie qui est en JavaScript, pour moi l'utiliser dans mon reason. Donc pour ça, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler le nom du composant qu'on veut. Donc pour moi, il va s'appeler clickOutside. Et là, je vais utiliser une annotation buckleScript pour lui dire d'importer ce module. Donc je lui dis, ici, tu as un nouveau module qui provient de cette librairie-là, React clickOutside, qui va te donner un component. Merci. Heureusement que vous êtes là. Outside. Merci. Je l'aurais cherché celle-là. Donc là, vous allez lui dire, comme tout à l'heure, vous allez lui dire que vous avez un make qui crée un composant. Là, c'est un composant externe. Donc vous allez lui dire external au lieu de let, make. Et ici, vous lui passez les propriétés de votre composant. Donc, je sais qu'il y a une propriété qui s'appelle onClickOutside. Et là, je lui donne la signature. Donc ça, c'est mon callback. Et je lui donne la signature du callback. Donc c'est ces moments-là où, en général, on a besoin d'aller chercher un petit peu dans le code source pour voir un peu les événements qu'on soit ou qu'on doit envoyer. Donc là, je sais que ce callback... Ah, c'est rigolo ça. Ce callback, il prend un event de mouse, puisque c'est un click outside, et j'en fais rien de toute façon. Unit, c'est le rien. C'est une signature de méthode qui vous dit c'est rien. Donc là, j'ai mon onClickOutside qui va être mon callback, et j'ai aussi les children. Je suis toujours dans un composant React. Et les children, c'est un React.element. Voilà. Et là, vous lui dites, du coup, que tout ça, c'est tout simplement un React.element qui provient du default de cette librairie ici. Si jamais la librairie vous donnait un export nommé plutôt qu'un default, à ce moment-là, il aurait fallu donner le nom de l'export ici. Là, je suis en default, donc je peux l'utiliser directement. Et c'est tout ce que c'est. C'est tout ce que ça donne, c'est tout ce que ça prend pour avoir son composant React JavaScript à utiliser directement dans son reason. Donc là, j'ai créé du coup un composant clickOutside que je vais vouloir utiliser sur mon input. Ici, je vais l'encadrer et je vais lui dire clickOutside. Je vais pouvoir utiliser cette méthode onClickOutside, cette propriété que j'ai définie, qui, du coup, je vous l'ai dit, prend un event de clic de souris, mais en fait, je ne vais même pas l'exploiter. J'aurais très bien pu ne pas l'utiliser, finalement. Et là, je vais lui dire set edit mode. Et cet edit mode, tu passes à false, du coup. Je sors de mon état d'édition. Je ferme ma balise. Hop. Je compile. Et en allant voir là, du coup, si je modifie mon nom et que je clique ailleurs, je repasse en mode display. Donc, faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de librairies encore qui sont disponibles, enfin, pas autant qu'on souhaiterait en tout cas, qui sont disponibles en Reason. Vous allez souvent être amené à créer vos bindings si jamais vous décidez d'avoir ça.
Mais il ne faut pas que ça vous effraie, il y a vraiment tout cet écosystème qui est fait pour ça, qui nous amène beaucoup de possibilités et de facilités pour tout ça. Je reviens sur mes slides. Et donc, je pense que là, vous êtes tous en train de vous dire c'était génial, évidemment. Mais avant que vous retourniez au travail lundi et que vous disiez à tous vos collègues les gars, on change tout, on passe sur Reason, il y a quelques trucs qu'il faut que vous sachiez, parce que ça reste quand même un langage jeune et il y a quand même certains drawbacks qui méritent d'être connus. Notamment, le premier, c'est que le JSON est assez compliqué encore à gérer. La simple raison, c'est que vous allez avoir votre JSON qui contient plein de champs. Et pour l'utiliser en Reason, vous allez devoir passer sur chacun de ces champs pour les typer et pour pouvoir les utiliser en Reason, qu'ils les reconnaissent. C'est normal quelque part parce que vous voulez avoir quelque chose qui soit safe dans votre application, donc quelque chose qui soit passé par votre système Reason et qui soit accepté. Par exemple, nous, au début, on avait un fichier de configuration bête et méchant avec très peu de nesting. Et voilà, il y avait peut-être 8 champs, c'était assez simple et assez basique. Et rien que pour décoder ce fichier et pour pouvoir l'utiliser dans notre application Reason, on avait dû utiliser tout ce code-là. Tout ce code-là. Bon, c'est même pas en plus tout le code qu'on a dû utiliser. Mais en fait, c'est même pas que c'est beaucoup de code, c'est pas ça qui est grave, c'est que c'est du code qui est facile, c'est très verbeux, et finalement à maintenir c'est un peu compliqué parce que plus vous allez avoir de nesting et plus vous allez devoir déclarer des objets pour pouvoir les mapper, etc. Et en termes de maintenance, c'était assez complexe. Donc aujourd'hui, on essaie de s'abstraindre le plus possible d'utiliser du JSON. On a réussi à le faire partiellement en utilisant du GraphQL plutôt que d'utiliser des API REST directement. Ça marche super bien. Il y a un PPX qui nous permet d'avoir, à partir de nos schémas GraphQL, d'avoir des types directement utilisables dans notre application. Ça marche super bien. Mais aujourd'hui, le JSON reste encore un peu difficile à appréhender. Il y a des améliorations, il y a des librairies comme Milk ou ATD qui existent et qui vous permettent un peu d'améliorer ça, mais ce n'est pas encore au point. Donc si jamais vous êtes obligé d'utiliser des API REST, pour l'instant, je pense que le langage reste un peu difficile parfois. Il y a ces bindings donc, que je vous ai montré un peu tout à l'heure, qui existent, et je le redis, il n'y en a pas énormément encore. C'est en général les gens sur leur temps libre qui font ces bindings et qui les mettent dans GitHub et qui les maintiennent comme ils peuvent. Et ce qui fait que dans ce Redux ici, qui donne la liste de toutes les librairies binding que vous pouvez utiliser, il y a beaucoup de bindings qui vont être immatures, pas finis, avec des choix un peu opinionated sur les bindings. Il y en a qui sont abandonnés et il y en a beaucoup qui manquent. Donc vous allez être amené forcément à mettre les mains dans le cambouis et à aller chercher vos librairies, à faire les bindings, à aller voir les signatures, à aller voir les types que ça prend, les callbacks, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure finalement. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, hein, c'est complètement faisable, il faut juste le savoir et pas s'attendre à avoir quelque chose de complètement prêt quand on arrive. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté du langage quelque part, où vous allez pouvoir participer activement à la communauté en faisant ça. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire pour ça, et ça ne nous empêche pas quand même d'avoir des applications qui soient prod ready. Aujourd'hui, nous, on a ça. Et on utilise quand même beaucoup de librairies qui sont prêtes. Et pour celles qui ne le sont pas, on les utilise en JavaScript avec nos bindings, et ça fonctionne vraiment très bien. On n'est jamais bloqué. Il y a le système de guideline aussi qui est assez compliqué. Encore une fois, c'est un langage jeune, avec une communauté assez réduite. Ce qui fait que quand on arrive et qu'on se demande comment on peut faire ça, ce bout de code ou cette fonctionnalité, et qu'on se retrouve avec plein de possibilités, on ne sait pas trop par où partir, quelle est la bonne façon de faire. Et il n'y a pas beaucoup de documentation. Donc vous allez pouvoir vous baser un peu sur RefMT, qui est le prettier en fait, de Reason, qui lui nous permet d'inférer des règles de bonne pratique. En fait, il va reformater votre code et à partir de là, vous dites ah ok, c'est plutôt comme ça que j'aurais dû faire, et après vous comprenez. Il y a encore une fois, le code source devient votre documentation. Vous allez aller sur GitHub et vous allez lire un peu tout ce que les gens font et inférer aussi les bonnes pratiques par rapport à ça. Et on s'influence beaucoup. Et dans notre équipe, on discute énormément, parfois beaucoup trop. Hein, et c'est toujours intéressant. Et à la fin, en discutant tout autant, on arrive à trouver une solution qui convient au moins à notre équipe. Donc je pense que c'est une bonne solution, quoi qu'il arrive. Et quitte à revenir dessus encore après, de toute façon, ça bouge beaucoup.
mais voilà, au moins on en discute et on arrive à quelque chose. Et finalement, il y a une courbe d'apprentissage qui est super, super grande. Et on revoit notre code qu'on a écrit il y a 2 semaines, et on a déjà envie de tout refaire, de tout refacto. Et de toute façon, il y a cette nouvelle API ou cette nouvelle lib qui est sortie, et il faut absolument qu'on l'utilise, créons un spike. Et on est tout le temps en train de refacto, on a tout le temps des nouvelles idées, on a tout le temps des nouvelles façons de faire les choses. Et c'est quand même intéressant. Ça prend du temps. Des fois, il faut qu'on se calme un peu sur les refactos pour éviter d'en faire trop, justement. Mais c'est intéressant. Et on voit comme ça qu'on apprend beaucoup. Malgré tout, notre équipe est très moteur, très impliquée. Encore une fois, on discute beaucoup entre nous. On part à peu près tous du même niveau, justement, en Reason. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment sur un pied d'égalité et on a tous des idées à apporter. C'est important. Et ça nous permet aussi de participer à la communauté open source, que je n'avais pas trop eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant, et je suis contente de pouvoir le faire. On recrute, si jamais ça vous intéresse, des backs, des fronts, n'hésitez pas à venir me voir, il y a des goodies. Et merci à tous. Et j'ai 3 minutes pour les questions, si vous avez des questions. Donc la question est, je répète pour tout le monde, est-ce qu'on peut utiliser les bindings de TypeScript? Je sais qu'on peut utiliser du code TypeScript avec GenType. Utiliser les bindings, je ne sais pas. J'en suis pas sûre. Je vais pas dire de bêtises, donc je suis pas sûre. Je sais qu'on peut utiliser du code TypeScript, c'est une certitude. Il y a ce qu'il faut. Pour les bindings, j'en suis pas sûre. Oui, vas-y. Oui. C'est aussi parce que les balises, tu ne peux mettre que des React Elements à l'intérieur de balises JSX. Et si tu passes un string, il ne va pas être content parce qu'un string n'est pas un React Element. Et donc, du coup, tu lui dis que ton string devient un React Element avec ça. La question est, est-ce qu'on est obligé de le dupliquer? La réponse est oui. Oui. Le langage, donc la question est, est-ce que le langage est régulièrement mis à jour? Oui, alors régulièrement, honnêtement, ça fait 6 mois que j'en fais là à peu près. Il y a eu cette grosse mise à jour qui a été faite il y a quelques semaines maintenant, peut-être 2 ou 3 semaines. Je sais que régulièrement, il y a des gens qui travaillent dessus, il y a des gens qui mettent des patchs, qui mettent à jour comme ça, effectivement. Et donc oui, je pense. J'ai pas la vision des 3 dernières années, mais j'ai vraiment eu l'impression que oui. Et là, tu vois, par exemple, les hooks sont sortis. Il y a déjà eu cette version-là avec les hooks qui est déjà parue aussi. Donc je sais qu'il y a des gens chez Facebook qui l'utilisent, donc de toute façon, eux, ils l'utilisent, et de toute façon, eux, ils se le mettent à jour pour eux, et en général, ils le publient aussi dans la foulée sur la communauté. Oui. Ok. Donc, la question était, je répète pour le micro, est-ce que c'est le langage ou la syntaxe Reason React qui est mise à jour? Ok. C'est plutôt, de ce que j'ai vu, moi, c'était plutôt le Reason React qui était mis à jour. Je suppose aussi que le langage l'est mis à jour, mais c'est vrai que depuis le temps que j'en fais, j'ai pas encore eu l'expérience pour être sûr à quel point, j'imagine, mais je suis pas encore sûr. Je vais pas dire de bêtises, je m'avance pas. Oui. Ben, là, typiquement pour les hooks que j'ai montré, donc la version précédente, pour l'instant, fonctionne encore. Le problème, c'est que si tu veux utiliser, par exemple, les hooks sur certains fichiers et l'ancienne façon sur d'autres, les deux ne sont pas compatibles. Donc tu vas devoir soit wrapper tes hooks, soit wrapper tes anciens composants pour pouvoir les utiliser les deux ensemble. De toute façon, à un moment, l'ancienne version sera deprecated aussi. Donc oui, il y a des break-in change. Si tu veux passer d'une version à une autre, parfois ça te demande de repasser sur tout ton code aussi. Mais comme React et comme plein de trucs aussi, finalement. Oui. Pour toi qui étais déjà une dev.js expérimentée, combien de temps pour être vraiment, on va dire, à l'aise et opérationnel, quasiment comme tu pouvais l'être en JS avant?
Donc il faut savoir que je ne faisais pas du tout de programmation fonctionnelle, donc je partais vraiment de très loin. J'ai bien mis un mois avant d'être à l'aise, parce que j'avais beaucoup de choses à apprendre, programmation fonctionnelle, Reason, OCaml, tout. Il y avait beaucoup de choses à apprendre au début. Et il faut savoir aussi qu'il y avait beaucoup moins de documentation et de tutos, etc., que ce qu'il peut y avoir maintenant. La communauté grandit et il y a beaucoup de gens qui sont aussi conscients qu'il faut aider les gens à avancer. On trouve plus de tutos, il y a beaucoup de gens qui en font. Je pense qu'aujourd'hui, ça me prendrait moins de temps, mais ça m'avait bien pris un mois pour être suffisamment à l'aise pour faire mes premiers composants toute seule, de façon efficace. Oui. Oui. Je vois où tu vas en venir. Donc, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un repo ou quelque chose qui nous permet d'avoir la liste des bindings? Donc, la réponse est non. Il n'y a pas de definitely types de TypeScript en Reason. Il y a juste pour l'instant ce redex qui existe, qui recense un peu les librairies. C'est des discussions qu'on a sur le Discord. J'en ai pas parlé, mais il y a un Discord où la communauté est très présente et on parle de tout ça. La question se pose encore de qu'est-ce qu'on fait tous ces bindings, est-ce qu'on les assemble, est-ce qu'on les garde séparés. Pour l'instant, non, il n'y en a pas et les discussions continuent. Bon. Merci à tous. Et il y a des goodies.